Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre histoire aujourd'hui elle va nous prendre aux États-Unis, chez un couple américain qui ont une fille biologique qui s'appelle Rebecca. Lorsque Rebecca avait 9 ans, leurs parents ont décidé d'avoir d'autres enfants. Mais au lieu de donner naissance à un enfant, ils ont pensé d'aller dans un orphelinat et adopter un enfant. Ils ont, ils ont donc décidé d'adopter un enfant qui serait proche de l'âge de Rebecca. C'est ainsi qu'ils ont adopté un garçon nommé Mike, âgé de 10 ans. Mike était orphelin, ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Il a vécu à l'orphelinat toute sa vie jusqu'à ses 10 ans. Puis cette famille l'a adopté. Cette famille l'aimait beaucoup. Mike s'est bien adapté à sa nouvelle famille. Il vivait comme une famille idéale. Tout allait bien jusqu'à ce qu'il décide d'adopter d'autres enfants, car l'idée leur plaisait. Surtout que Mike était un enfant bien élevé et obéissant. Pour eux, c'était une bonne expérience. Dans un premier temps, ils ont adopté une fille qui avait environ 1 an et demi. Elle a vécu avec eux pendant 1 an. Puis, ils ont allé chercher sa sœur biologique qui s'appelle Mandy. Les parents biologiques les avaient placées toutes les deux à l'orphelinat. Maintenant, cette famille comptait 4 enfants, mais Mandy était la préférée des parents adoptifs. Ils disaient que depuis qu'ils avaient adopté Mandy, elle ressentait un sentiment spécial qu'ils n'avaient même pas ressenti à la naissance de leur propre fille. Elle était spéciale parce qu'elle était une fille très joyeuse et toujours souriante et aussi intelligente. À l'école, Mandy était excellente et en parallèle, comme ses sœurs et son frère, elle aidait son père à la ferme. Elle aimait les animaux et s'occupait d'eux. Elle aimait aussi le sport. Elle jouait au basket et pratiquait beaucoup d'autres sports. Son rêve était de devenir professeure ou entraîneuse de basket. Elle était aussi une très belle fille. Son enfance était heureuse. Elle était sociable et après avoir eu son diplôme d'études secondaires, elle devait aller dans une université loin de chez elle, car ce qu'il voulait étudier n'était pas disponible dans la région où il vivait. C'était une décision très difficile pour les parents, car pour eux, Mandy était toujours cette petite fille qui ne savait pas comment se débrouiller seule et qui ne pourrait pas s'intégrer dans un nouvel endroit, mais elle a donc dû partir. Heureusement, elle allait vivre dans un dortoir universitaire, donc elle ne serait pas seule. Elle est partie vivre avec 2 autres filles. Une s'appelait Tony et l'autre Danielle. Au début, son état psychologique n'était pas au mieux, mais le sentiment d'isolement qu'elle a dérangé a disparu après une semaine. Elle a commencé à se faire des amis. Tout le monde connaissait Mandy, tout le monde lui parlait, tout le monde l'aimait. Donc, elle a commencé à reprendre ses habitudes. En fait, elle étudiait en même temps qu'elle faisait du sport. À ce moment-là, Mandy a commencé à avoir des symptômes. Elle est donc allée à l'hôpital. Elle a découvert qu'elle souffrait d'une maladie chronique. C'est une maladie qui affecte le système nerveux et qui évolue avec le temps. Mais c'était difficile pour Mandy d'accepter une telle chose, car elle a bien compris que ça sera un obstacle pour réaliser son rêve. Quand sa santé a commencé à décliner, elle est tombée en dépression. Mais heureusement, sa famille était là pour elle. Elle a pris un petit congé et elle est allée à la ferme. L'énergie dont elle avait besoin, elle l'a trouvée chez sa famille. Il lui a donné toujours de l'énergie positive. Et petit à petit, elle a commencé à avoir de l'espoir et à continuer sa vie. L'année 2005 était sa dernière année universitaire. Elle a eu un problème de santé, son état s'est détérioré, surtout parce qu'il attrapait souvent des virus de l'endroit où il vivait. C'est pourquoi son médecin lui a conseillé de s'éloigner des gens, surtout pendant la saison froide. C'était très difficile pour Mandy de vivre seule, mais grâce à l'aide de ses amis, elle a trouvé un petit appartement à seulement 5 minutes de l'université. Elle allait vivre au deuxième étage et elle s'est adaptée à sa nouvelle vie. Le 13 septembre 2005, ce jour-là,
Daniel et Tony, ces deux amis, ont voulu sortir. Ils ont pensé à Mandy pour les accompagner. On l'a appelée pour la prévenir, mais sans aucune réponse, ce qui était étrange, car ils savaient très bien que Mandy ne sortait pas ce jour-là. Ils ont pris la voiture et allé chez elle. Daniel est resté dans la voiture et Tony est monté. Il a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Mais il a constaté que la porte n'était pas bien fermée. Il l'a poussée, tout était sombre, les lumières étaient éteintes. Il a fait quelques pas en appelant Mandy et ses pieds ont heurté quelque chose par terre. Elle a baissé les yeux et allumé son téléphone pour voir ce qu'il y avait par terre. Elle a vu Mandy allongée par terre, immobile. Il y avait quelque chose de tordu autour de son cou. Elle a commencé à crier. Puis, elle est descendue en courant vers Daniel. À ce moment-là, un voisin est sorti et a demandé ce qui se passait. Elle a dit que Mandy était tombée par terre et ne bougeait pas. Le voisin est monté avec elle. Elle a vu le corps de Mandy. Elle ne bougeait pas. Effectivement. Ils ont appelé la police. La police est arrivée vers minuit. Ils ont bouclé la zone. Le médecin a confirmé que Mandy était morte. À ce moment-là, la police savait qu'ils étaient face à un meurtre et ils ont commencé les enquêtes. Mais avant d'aller plus loin dans les enquêtes et de savoir qui a fait ça, nous allons analyser un peu la scène du crime. Le corps était allongé devant l'entrée de la porte, dans un couloir devant la porte de la maison. Tony a fait quelques pas et a trébuché sur le corps. Le cou de Mandy était tordu. Il y avait un couteau dessus qui était ensanglanté. La cuisine était en désordre. Autour du corps de Mandy, il y avait des livres par terre et l'odeur d'un produit de nettoyage était très forte dans la maison. Et ce nettoyant était sur tout le corps de Mandy, comme si quelqu'un avait, avait versé ce nettoyant sur elle. Et ils ont trouvé des échantillons de sang sous ses ongles. Devant elle, il y avait un panier à linge qui était renversé. Il n'y avait aucun signe de vol. Son sac contenait son téléphone, sa carte bleue, tout était là. Et aussi, il n'y avait aucun signe d'effraction. Soit elle avait ouvert la porte à quelqu'un, soit quelqu'un l'a surveillé à profiter du moment où il a ouvert la porte pour l'attaquer. En plus de cela, il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle. Ils ont immédiatement appelé sa famille, dont l'état psychologique était très affecté. Ils ne s'attendaient pas à ce que la fin de Mandy soit ainsi. La police a essayé de leur parler, mais ils n'arrivaient pas à répondre. Leur état était trop choqué pour dire un mot. La police a donc commencé par interroger les personnes qui étaient là avant leur arrivée. Daniel, Tony et les voisins. Tous les voisins ont confirmé qu'ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien entendu ce jour-là, sauf un seul voisin qui va leur donner quelques informations. Il s'appelle Maurice. Il vit au deuxième étage lui aussi. D'après lui, il avait fini son travail de gardien dans une prison pour mineurs à 12h15. Et ce jour-là, il déménageait. Donc, il est arrivé à la maison à 12h30. Lui et sa femme sortaient des cartons de la maison et les mettaient dans la voiture. Il va leur dire qu'à peu près à 12h47, il a commencé à sentir cette odeur qui a attiré son attention parce qu'elle était très forte. En même temps, une autre équipe est allée dans un restaurant où Mandy travaillait, parce que je vous ai pas dit ce détail. Mandy étudie à l'université et parfois dans la semaine et travaillait dans un restaurant. C'est pourquoi ils vont aller au restaurant, ils vont commencer à parler avec les gens qui travaillaient avec elle. Qu'est-ce que vous savez sur Mandy? Les gens qui travaillaient là-bas, en vérité, ne vont rien dire d'utile, rien qui pourrait aider les enquêteurs. Pendant ce temps, les résultats de l'autopsie vont sortir, ce qui va confirmer que Mandy est morte d'abord par strangulation. Ensuite, peut-être que l'auteur ou les auteurs, pour s'assurer qu'elle était morte, l'ont poignardée avec ce couteau dans le cou. La fille n'a pas été agressée sexuellement du tout. Après tous ces résultats, les enquêteurs se posent une grande question. Quel est le motif qui est derrière ce crime? Après 3 jours, ils vont mettre son téléphone en expertise, qui était éteint lorsqu'on l'a trouvé. Mais
Cette expertise, malheureusement, n'a donné aucun résultat. Et en parallèle, elles ont mené des enquêtes avec beaucoup de gens de l'entourage de Mandy. Après 6 jours d'enquête, la police travaillait jour et nuit et n'ont arrêté personne. Elles ont amené tout le monde au poste de police et ont tout vérifié avec chaque personne, et chacun a un alibi. Après 7 jours, finalement, les résultats de l'ADN vont sortir, ce qui va choquer tout le monde parce que ça ne correspond à aucun échantillon qu'on a eu durant les enquêtes. C'est-à-dire que personne parmi les gens soupçonnés n'a de relation avec le meurtre de Mandy. Les résultats de l'ADN correspondent à un ADN inconnu qui est cherché depuis 2 ans. Il s'agit d'une fille qui était agressée sexuellement alors qu'ils ont pris un échantillon de l'ADN qui était sur son corps et l'ont comparé avec la base de données qu'ils avaient, mais ils n'ont trouvé aucune correspondance avec personne et il est resté inconnu pendant 2 ans. Cet ADN trouvé sur Mandy correspond à celui trouvé sur le corps de cette fille. La police a été choquée parce qu'ils ne s'attendaient pas à tout ça. Et ils avaient lancé un défi que celui qui l'a tué est parmi ces gens-là. Cette fois, ils vont aller chercher cette fille qui a été agressée en 2004, qui était dans une autre ville. Cette fille va leur dire que malgré le temps passé, elle se souvient bien de cet homme. Elle était grande de taille et musclée et avait la peau foncée. Grâce à ces détails, ils ont essayé de faire un portrait à cet homme. Ensuite, ils ont montré le résultat aux enquêteurs qui travaillaient sur l'affaire de Mandy. Ce qui va se passer, c'est que les enquêteurs, après avoir vu l'image, vont soupçonner un homme qui était proche de la scène du crime et qui ne leur était jamais venu à l'esprit. C'est Maurice. Vous vous rappelez bien de Maurice, c'est le voisin de Mandy. C'est ce monsieur qui a donné les premières informations sur l'affaire, qui est déménagé ce jour-là, qui avait senti l'odeur du nettoyant à 12h47, etc. C'était un homme qui travaillait bien et qui avait une très bonne réputation. C'était un homme exemplaire. Mais l'officier en charge de l'affaire a vu qu'il y avait des similitudes. C'est pourquoi elles vont l'amener et lui demander s'il peut prendre un échantillon de son ADN. Naturellement, il ne va pas refuser. Et à ce moment-là, elle va leur donner un échantillon d'ADN. Imaginez après tout ce travail et les enquêtes faites avec des dizaines de personnes, l'ADN de Maurice correspondait à l'ADN trouvé sur le corps de Mandy et à celui trouvé sur le corps de la première fille. Ils ont amené la première fille et lui ont montré Maurice. Elle l'a reconnu. Elle s'est mise à pleurer en disant c'est lui. En fait, quand ils ont amené la fille pour l'identifier, ils avaient bien préparé une mise en scène, donc ils ne l'avaient pas vue avant. Mais malgré tout ça, Maurice n'a pas avoué jusqu'à aujourd'hui. Le scénario qu'on a donné, qu'il a attaqué Mandy en essayant de la violer. Il ne savait pas qu'elle avait une forte carrure vu qu'elle faisait du sport. Donc, il n'a pas pu le faire et n'a pas pu la laisser en vie car elle allait tout révéler. Donc, sa seule solution était de l'éliminer. D'après le juge, toutes les preuves étaient irréfutables. Premièrement, les marques qui étaient sur le corps de Maurice, ce sont les traces des ongles de Mandy. Deuxièmement, la fille qui l'a reconnu et qui leur dit que c'est lui qui l'a violée. Et troisièmement, le résultat de l'analyse de l'ADN. Tout le monde était sûr que ce monstre qu'il avait tué, malgré qu'il n'a pas avoué, et ils vont le condamner à la prison à perpétuité sans possibilité de sortie. Et ici, nous arrivons à la fin de notre affaire d'aujourd'hui. Laissez-moi dans les commentaires votre opinion. Pour vous, est-ce que les preuves étaient irréfutables et est-ce qu'il y a une partie de vous qui dit que cet homme était injustement accusé? Merci à vous tous et je vous dis donc à la prochaine vidéo.